Tous les champs que vous voyez autour de vous, eh bien, c'est des champs qui sont totalement empoisonnés pour une raison très très simple, c'est qu'on met des millions de tonnes de poison tous les jours dans tous les écosystèmes du monde. Qu'est-ce qui provoque l'effondrement de la biodiversité et du coup, par extension, qu'est-ce qu'on peut faire pour la limiter? Alors écoutez, je vais être très direct et puis on pourra reprendre les choses de façon plus circonstanciée, mais il y a plein de causes qui sont à l'origine du fait que la biodiversité se porte mal, mais la vitesse actuelle d'effondrement des populations depuis quelques dizaines d'années ne peut s'expliquer que par une seule chose. Et cette chose, c'est l'agriculture. Parce qu'il n'y a que là qu'il y ait des choses vraiment nouvelles qui sont arrivées depuis quelques dizaines d'années. Alors dans nos pays, la déforestation, ça fait belle lurette qu'elle est terminée, etc., etc. La seule chose qui soit vraiment nouvelle depuis quelques dizaines d'années, c'est l'emploi immodéré de pesticides de plus en plus efficaces. Dans d'autres pays comme l'Indonésie ou l'Amazonie, on peut considérer que le fait de détruire la forêt a un rôle tout aussi important que les pesticides. Mais ceci dit, c'est lié parce que quand on détruit de la forêt amazonienne, qu'est-ce qu'on met à la place? Des pesticides en quantité pour qu'elles ne reviennent pas et pour fabriquer des cultures à la place. Donc au niveau mondial, les pesticides sont un problème majeur et chez nous, c'est vraiment le problème numéro un. Qu'est-ce qui permet de l'affirmer? C'est justement que qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques dizaines d'années? On a progressivement développé des pesticides de plus en plus efficaces. Dès les années 60, il y a eu une dénommée Rachel Carson, qui était une lanceuse d'alerte remarquable, une scientifique, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le printemps silencieux », dans lequel elle disait « Dans quelque temps, on n'aura plus de chants d'oiseaux le matin quand on se réveillera, parce que les pesticides sont en train de tout empoisonner. » Elle a réussi à faire interdire le DDT à l'époque, mais si elle avait su ce qu'on allait mettre à la place, elle aurait été vraiment affolée. Parce qu'après, on a mis en place, d'accord, on a interdit le DDT, mais on a mis en place des choses de plus en plus toxiques. Et puis, on a mis en place des modes d'administration de plus en plus terrifiants. Et en particulier, le fait d'avoir des semences enrobées. Aujourd'hui, lorsqu'on sème un grain de blé, lorsqu'on sème un grain de maïs, lorsqu'on sème une graine de betterave, on ne sème pas la graine. On sème une graine enrobée de pesticides. Donc tous les champs que vous voyez autour de vous, eh bien, c'est des champs qui sont totalement empoisonnés. Toutes les graines étaient pleines de pesticides avant même d'être semées. C'est-à-dire qu'on ne met pas les pesticides a posteriori s'il y a une attaque, on met les pesticides a priori. Et ces pesticides, ils sont là. La plante va éventuellement en absorber un peu et ça la protégera contre tout ce qui pourrait l'attaquer. Mais il y en a une grande partie qui part dans l'eau, dans l'air, etc. Et donc, on est en train d'empoisonner le monde entier avec ces pesticides. Et évidemment, ça tue les insectes, mais ça tue aussi, bien sûr, les batraciens, les oiseaux, les reptiles, etc., etc. Donc, et évidemment, ça tue aussi des humains. Donc, parce qu'il y a un concept maintenant qui est en train d'être développé, qui est le concept de santé globale, One Health en anglais. Eh bien, évidemment que si vous détruisez tous les écosystèmes et que vous rendez tout le monde malade au niveau de la planète, vous rendez aussi les humains malades. C'est pas la santé des écosystèmes et la santé des humains, c'est pas deux trucs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, jusqu'à une époque récente, on nous racontait que la preuve quand même qu'on progressait, c'était que la durée de vie humaine augmentait. C'est plus vrai. On voit augmenter les nombres de cancers chez les enfants, les nombres de maladies de type Parkinson, etc. Tous ces trucs-là sont directement attribuables aux pesticides. Et donc les humains sont malades, la nature est malade, la biodiversité s'effondre, pour une raison très très simple, c'est qu'on met des millions de tonnes de poison tous les jours dans tous les écosystèmes du monde. Voilà. Juste pour revenir sur l'effondrement de la biodiversité, quand on parle de biodiversité, est-ce qu'on parle davantage de la quantité de masse de vivants ou est-ce qu'on parle de diversité en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Alors effectivement, derrière l'idée de diversité, c'est pas seulement l'idée de masse qui compte, c'est effectivement les différences entre individus. Maintenant, c'est les différences entre individus, pas les différences nécessairement entre espèces. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir, dans certains groupes d'êtres vivants, comme les plantes,
des espèces qui contiennent chacune beaucoup de diversité. Les plantes ont du mal à faire des limites et à du coup séparer les espèces. Donc chaque espèce garde beaucoup de diversité en son sein. Les insectes, au contraire, dès qu'ils ont un poil de travers, ils ne se croisent plus. Et du coup, les insectes font facilement des espèces qui ont beaucoup moins de diversité en interne que les plantes. Alors, compter les espèces, ça ne vous permet pas de comparer les plantes et les insectes. Ça vous permet de comparer les insectes entre eux ou des choses comme ça. Mais... Donc, ce n'est pas la diversité des espèces, ça ne suffit pas à décrire la biodiversité. En revanche, étant donné l'aspect dynamique du système et le fait que la diversité se maintient grâce à un équilibre entre l'apparition de nouveautés, les divergences et les extinctions, les effectifs sont essentiels. Donc la biodiversité, ce n'est pas les effectifs, mais les effectifs sont absolument nécessaires au maintien de la biodiversité dans sa dynamique. Et donc l'effondrement des effectifs annonce la perte d'une diversité très grande et l'extinction des espèces qui commence déjà à augmenter. Le nombre d'extinctions augmente actuellement, mais ce n'est pas encore catastrophique. Mais je parlais de satellites tout à l'heure, il y a un moment où le satellite va tomber, il y a un moment où les espèces vont se mettre à s'éteindre en masse, et là, ça va faire mal. Oui. On peut voir aussi une augmentation du nombre de maladies, d'épidémies qui se propagent rapidement. Tout à fait. Qui semble un peu correspondre avec la perte en biodiversité. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors oui, c'est un phénomène que les épidémiologues qui travaillent sur ces zoonoses, comme on les appelle, les maladies qui viennent affecter les humains, mais qui viennent des écosystèmes naturels, c'est pas très facile à comprendre. En gros, quand un système est complexe, un écosystème complexe, les différentes maladies qui peuvent vivre dedans, vont se trouver dans des individus, mais ces individus, quand ils vont rencontrer un autre individu, ça sera souvent un individu d'une autre espèce, et du coup, la maladie ne pourra pas se propager. Plus les écosystèmes sont simplifiés, plus il est facile pour une maladie de se répandre. Et évidemment, je prends, pour simplifier, encore une fois, peut-être un peu trop, mais j'ai déjà eu des gens qui me disaient, mais au fond, moi je m'en fous que la biodiversité s'effondre, il me suffit qu'il y ait des humains et puis toutes les espèces qui nous sont utiles, les plantes qu'on mange, les animaux qu'on mange, les trucs qu'on trouve jolis, et puis voilà, le reste je m'en fous. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si c'était comme ça, alors toutes les maladies du monde se concentreraient sur les humains et les espèces qui leur sont utiles. Et comme il n'y aurait que ça, ces maladies exploseraient. Et donc, non seulement on verrait apparaître des maladies chez les humains, comme le Covid. Alors, le Covid, on ne sait pas si jamais il est sorti d'un laboratoire ou s'il vient de la simplification des écosystèmes, mais il y a plein d'autres zoonoses. La maladie de Lyme, par exemple, ici, qui sont en train d'exploser parce qu'il n'y a plus de renards, du coup, il y a plus de rongeurs. Les rongeurs, ça nourrit les tiques, et les tiques, ça reproduit la maladie de Lyme. Voilà, donc on voit ces maladies-là qui sont en train d'exploser chez les humains, mais on va aussi les voir apparaître chez les plantes et les animaux dont on a besoin. Et alors évidemment, pour le moment, la stratégie de nos sociétés, c'est de dire on va régler tout ça avec de la chimie. On va mettre des antibiotiques contre les bactéries, on va mettre des antiviraux contre les virus, on va mettre des insecticides contre les insectes, des fongicides contre les champignons, des herbicides contre les herbes qui ne nous plaisent pas. Mais cette chimie, justement, elle a le défaut de simplifier les écosystèmes et du coup de rendre les choses de plus en plus fragiles. Donc il y a une espèce de course folle dans laquelle on va mettre de plus en plus de chimie, on va simplifier de plus en plus les écosystèmes, du coup il y aura encore plus besoin de chimie, et on va fabriquer un monde complètement empoisonné. Du coup, oui, par rapport aux pesticides, donc la plupart des insectes, des nuisibles justement que les agriculteurs cherchent à combattre, est-ce qu'ils finissent aussi par s'adapter en fait aux pesticides, avoir une résistance naturelle? Alors c'est ça qui est le plus triste, c'est que oui, bien sûr, à terme, la plupart des espèces deviendront résistantes. Simplement, le malheur, c'est que quand vous avez une chaîne trophique, alors ce qu'on appelle chaîne trophique en écologie, c'est vous avez des individus qui mangent, des plantes qui produisent de la biomasse, et puis les individus qui mangent des plantes, et puis les individus qui mangent des individus qui mangent des plantes, et puis ceux qui mangent encore, etc. Vous avez des niveaux comme ça où le niveau du dessus mange le niveau du dessous. Et
Et dans ces chaînes trophiques, eh bien, les pesticides s'accumulent. C'est-à-dire que ceux du haut vont en avoir plus que ceux du bas. Et donc le résultat, c'est que il faut mettre beaucoup de pesticides sur les plantes, comme ça vous allez avoir vos insectes qui mangent les plantes qui vont en avoir quand même. Mais le problème, c'est que ceux qui mangent vos ennemis vont être encore plus attaqués. C'est-à-dire que quand vous mettez des pesticides pour tuer les pucerons, vous tuez les pucerons, mais vous tuez encore plus les coccinelles qui mangent les pucerons. Et le résultat, c'est que vous avez de moins en moins d'auxiliaires qui vous aident à combattre les pucerons, et que du coup, vous avez de plus en plus besoin de chimie, toujours pareil, cette simplification des écosystèmes qui vous amène à des problèmes croissants. Alors, quel est le résultat lorsque les populations qui sont des cibles deviennent résistantes? Et bien, la première réaction de l'agriculture dans ces cas-là, c'est d'augmenter les doses. Il ne faut pas croire qu'on peut trouver tout le temps des nouvelles molécules à toute vitesse. Donc la première chose, c'est qu'on augmente les doses. Et puis, une fois que les doses sont devenues telles qu'on commence à vraiment tout polluer, c'est arrivé avec un herbicide très courant des années 70 qui s'appelait l'atrazine, et qui s'est mis on a commencé à en retrouver plein les nappes phréatiques, etc. Donc on a dit terminer avec l'atrazine, parce qu'effectivement, les agriculteurs avaient augmenté les doses à cause des résistances. Et donc on a dit terminer l'atrazine, et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place d'autres herbicides qui eux aussi sont en train de polluer les nappes et qui sont en train de faire de plus en plus de résistance, et ainsi de suite. Donc on empoisonne tout de plus en plus, et on met en place des produits qui sont de plus en plus toxiques, de plus en plus violents, parce que effectivement les formes vivantes deviennent résistantes. Alors c'est un effet énorme, voilà. Et on peut se poser la question de savoir comment ça se fait que ça continue, quoi. Pourquoi il n'y a pas une réaction forte bon, alors vous savez quand même qu'il y a des essais de dire on va limiter les pesticides, mais ça ne marche pas. Mais en plus, il y a quand même un problème, c'est que l'importance des pesticides n'est pas reconnue à sa vraie valeur dans l'ensemble des publications, de la communauté scientifique, etc. Alors comment ça se fait? Et je voudrais vous donner un exemple. Je pense que la plupart de nos auditeurs savent ce que c'est que le GIEC. Mais au niveau international, il ne s'appelle pas GIEC, il s'appelle IPCC. IP, ça veut dire Intergovernmental Panel, donc panel intergouvernemental, et CC pour le changement climatique. Eh bien, il y a l'équivalent pour la biodiversité. Ça s'appelle l'IPBES. Ça commence pareil, IP, mais BES, biodiversité et services écosystémiques. L'IPBES est infiniment moins connu que le GIEC. Presque personne ne sait ce que c'est en France. J'ai constaté quand je faisais des sondages dans mes conférences. Ouais. Et l'IPBES fait un énorme travail pour déjà recenser tous l'effondrement de la biodiversité. Et ça, sur ce plan-là, si vous allez sur le site de l'IPBES, IPBES, eh bien, vous trouverez effectivement toute la description de l'effondrement de la biodiversité. Mais quand on en arrive aux causes, l'IPBES donne 5 causes. Et dans les 5 causes, il n'y a pas le mot agriculture, il n'y a pas le mot pesticide. Et ça, c'est quand même drôlement surprenant. Et là, je pense qu'il faut que je vous raconte une petite histoire. Le 15 décembre 1953, ça commence à remonter un peu, les grands patrons des cigarettes américaines rencontrent un public relation qui leur explique que s'ils se contentent de dire que le tabac, c'est pas mauvais pour la santé, ça n'a pas marché. Il leur dit qu'il faut créer une controverse scientifique majeure. Donc vous allez manipuler le système de recherche et vous allez instiller du doute sur les résultats. Et donc naissent à ce moment-là donc une nouvelle profession que des sociologues américaines et américains, qui s'appellent Naomi Oreskes et Eric Conway, ont appelé les marchands de doute. Des gens dont le métier est de faire rentrer le doute dans l'esprit de la société sur les choses qui ne plaisent pas à leurs employeurs. Alors il y a un film français qui est paru sur les marchands de doute, ça s'appelle Goliath. C'est Pierre Ninet qui joue le rôle d'un marchand de doute. Il est explicitement appelé marchand de doute dans le film. Et je vous conseille ce film. Okay. Et c'est sur les pesticides. Parce que les marchands de tabac ont réussi, de 1953 jusqu'à la fin du XXe siècle, à faire croire que le tabac n'était qu'un élément du cancer du poumon parmi d'autres. Que la tabagie passive, ça n'avait aucun effet, etc., etc., en semant le doute constamment,
en publiant des faux résultats, en payant des scientifiques pour dire des choses fausses, enfin bref, en faisant des tas de choses, je n'ai pas le temps de vous faire le détail, mais ces marchands de doute sont d'une efficacité extraordinaire, ils disposent de moyens immenses, les moyens des entreprises de cigarettes à l'époque, et tout ça ne s'est arrêté que grâce au fait qu'un membre de l'industrie du tabac, qui était effrayé par ce qu'il faisait, a fini secrètement par photocopier les documents secrets et les envoyer à un prof de fac, de manière à ce que le scandale éclate. Hein, les Tobacco Papers, à ce moment-là, sont sortis. L'administration américaine a fait une perquisition chez les cigarettiers et a sorti tout ça. Et donc, les marchands de doute, maintenant, sur le tabac, ça ne marche plus, on les a repérés. Bon. Malheureusement, ils ne sont pas morts, et au lieu... Et ils se sont reconvertis dans le climato-négationnisme et surtout, aujourd'hui, dans le fait de faire croire que les pesticides ne posent pas de problème. Et donc, vous allez les rencontrer partout. Vous allez les rencontrer dans toutes les institutions, et en particulier à l'IPBES. Et on vient d'y avoir une COP16 là, sur la biodiversité. Il y avait une quarantaine de lobbyistes des industries chimiques et alimentaires qui étaient à la COP16 très officiellement, plus que les délégations de pas mal de pays. Dans l'IPBES, il y a des représentants de chez Bayer qui ont une place importante. Et Bayer, Monsanto, c'est un des très grands producteurs de pesticides. Donc, à l'heure actuelle, les producteurs de pesticides payent énormément de marchands de doute pour semer le doute sur le fait que ce soit les pesticides qui soient responsables de l'extinction de la diversité. Et en fait, ça marche. Évidemment, ils font bien leur boulot. Et donc, au lieu que tout le monde sache que la biodiversité s'effondre largement à cause des pesticides, eh ben, il y a plein de causes on dit que c'est multifactoriel, etc., etc. Pareil que pour le tabac. Hein. Parce que le tabac, on disait, c'était ça la stratégie. Hein. Ouais. C'est multifactoriel, le cancer du poumon. Il y a des effets génétiques, il y a le radon, qui est un truc qui sort du granit, qui est très mauvais, etc. Ils ont subventionné la recherche sur le radon. On subventionne les recherches sur toutes les causes autres que la sienne. Et du coup, la sienne, elle disparaît dans la masse. Hein. Donc, ils ont subventionné toutes les recherches sur les causes autres que le tabac qui pouvaient donner le cancer. Et ils ont fait croire qu'il y avait tout un ensemble de trucs, alors qu'en fait, le tabac était responsable de 90% des cancers du poumon. Mais ça, ils l'ont réussi à le cacher pendant 50 ans. Et il se passe la même chose avec les pesticides aujourd'hui. Et malheureusement, je vous l'ai dit, en 30 ans, on a perdu 75% de la biomasse d'insectes. Ça veut dire que si jamais on continue comme ça pendant encore 30 ans, il ne restera plus grand-chose. Donc le travail de ces marchands de doute est catastrophique parce qu'il nous empêche de savoir la réalité et du coup, il empêche que les bonnes mesures soient prises. Là, on a parlé beaucoup de pesticides, mais il y a aussi des OGM qui sont développés. Il y en a beaucoup qui voient ça comme une alternative saine pour... Bon, j'entrevois déjà la réponse, mais est-ce que les OGM représentent une solution pour nous permettre d'éviter d'utiliser des pesticides ou est-ce que ça fait que créer un autre problème? Alors, les OGM sont tous, ceux qui sont vraiment commercialisés à l'heure actuelle, soit des plantes qui résistent à un pesticide et qui permettent de l'employer. Par exemple, une très grande fraction des OGM actuellement commercialisés, c'est des plantes résistantes au Roundup. Le Roundup, c'est un herbicide, c'est l'herbicide qu'a inventé Monsanto et qui est maintenant produit par Bayer. Si vous rendez les plantes résistantes au Roundup, c'est pas pour pas utiliser le Roundup, au contraire, hein, c'est pour utiliser plus de Roundup. Donc vous semez tous les sojas, par exemple, qu'on met à la place de la forêt amazonienne, vous mettez du soja résistant au Roundup, vous arrosez de Roundup en avion, et puis tout crève sauf votre soja, enfin tout crève sauf que les plantes deviennent résistantes, donc vous en mettez de plus en plus. Au début, on nous a dit, grâce à ces plantes-là, on va un tout petit peu de Roundup et puis ça suffira. Pas du tout. Aujourd'hui, la quantité de Roundup a été multipliée par 10 par rapport à ce qu'il y avait avant les OGM. Et donc, on augmente la quantité de pesticides qu'on met sur les champs. Deuxième utilisation des OGM, c'est des plantes qui elles-mêmes produisent des pesticides. Mais il n'y a rien d'autre que ça. Il y a les plantes qui supportent les pesticides et celles qui les produisent, c'est tout.
Donc vous avez des plantes dans lesquelles on va mettre un gène qui tue les insectes, dont l'expression produit un produit qui tue les insectes. Et donc, vous fabriquez des plantes insecticides. Donc, effectivement, c'est pas parce que... Alors, vous pouvez dire on en met moins qu'avec les autres méthodes, mais je pense que le problème, c'est qu'on met tout en même temps. C'est-à-dire qu'on enrobe les graines des OGM aussi. L'effet numéro 1 des OGM, il faut bien le comprendre, il vient du fait que quand on fait un OGM, et aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques, alors on n'appelle plus ça des OGM, on appelle ça des NBT. Alors c'est exactement la même chose, sauf que la technique n'est pas la même. Mais le problème numéro 1 des OGM, comme des NBT, etc., c'est qu'il y a un gène inséré dans le génome et que ce gène, il est breveté. Et donc ça veut dire que les descendants de la plante qui contiennent ce gène, il y a un droit de propriété par celui qui a introduit le gène. C'est-à-dire que si jamais je mets un OGM dans un champ, je laisse le vent emmener le pollen chez les voisins, les plantes qui vont être produites par le voisin, le voisin n'aura plus le droit de les vendre parce qu'elles contiennent ce gène breveté. Et donc, la propriété intellectuelle sur les génomes des plantes, c'est ça l'enjeu énorme des OGM, c'est qui va posséder toute la diversité génétique des plantes cultivées au XXIe siècle. Si on laisse les OGM proliférer et les NBT proliférer, c'est pas compliqué. Quelques entreprises, d'ailleurs celles qui produisent de l'agrochimie, c'est les mêmes, vont posséder toutes les ressources génétiques des plantes cultivées et ne laisseront absolument aucune diversité dans ces plantes. Et en fait, l'origine du problème, elle est là. On a fabriqué une agriculture très homogène, avec des plantes qui sont toutes les mêmes. Du coup, on a eu besoin de plus en plus de pesticides, on a simplifié les agrosystèmes, on a besoin de plus en plus de pesticides, et les pesticides tuent tout et simplifient aussi les écosystèmes non cultivés. Mais si on veut pouvoir se passer de pesticides, il faut remettre de la diversité dans les cultures. Okay. Et donc, il ne faut surtout pas que les gènes soient brevetés. Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui remettre de la diversité dans les cultures? Alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est que la diversité des cultures, elle a été fabriquée par l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a domestiqué des plantes dans des zones diverses de la planète, mais ensuite, les agriculteurs, les paysans, en ressemant leurs semences, ont chacun sélectionné en fonction de leur goût personnel et de l'écologie des milieux. Et du coup, ça a fait que chaque agriculteur possédait un stock unique de semences. Donc il y avait une immense diversité des plantes cultivées. Le schéma de divergence de Darwin, au fond, c'est parfaitement appliqué aux plantes cultivées. C'est seulement au milieu du XXe siècle qu'on a arrêté ça, qu'on a décidé que les agriculteurs ne ressemeraient plus leurs semences, que les semences seraient fabriquées par des semenciers qui eux-mêmes donc seraient les propriétaires des stocks génétiques, et puis qu'une fois que les semenciers ont fabriqué des semences, ils les distribuent aux agriculteurs qui les plantent, mais qui récolteront les graines, mais pour les emmener chez le meunier ou dans l'agroalimentaire, mais qui ne ressèmeront pas leurs semences. Du coup, on a cassé la machine qui fabrique de la diversité dans l'agriculture. C'est pas qu'elle ait jamais existé, c'est qu'on l'a cassée. On l'a cassée en décidant que les agriculteurs ne ressemaient pas leurs semences. Il faut absolument que les agriculteurs reprennent la main sur leurs semences. Alors c'est vrai que c'est un travail, ça, c'est pas simple. Et ça veut dire remettre en œuvre des pratiques qui permettent de récupérer la diversité des champs et de la réintroduire dans les semences de la génération suivante. Donc il y a des mouvements comme ça, ça s'appelle les semences paysannes, les semeurs de biodiversité, etc. Il y a des groupes de paysans qui font ça aujourd'hui, mais ils sont très très minoritaires. Et si on veut remettre de la diversité dans les cultures de manière à pouvoir se passer de pesticides, il va falloir qu'ils deviennent majoritaires. Et c'est une vraie volonté politique dont on a besoin sur ce plan-là. Merci beaucoup pour cet entretien. Il y a une question que j'aime beaucoup poser aux personnes qu'on invite, c'est les recommandations de lecture pour ceux qui voudraient en apprendre davantage, aller un petit peu plus loin et mieux comprendre la biodiversité, la vie qui nous entoure. Est-ce qu'il y a des livres qu'ils pourraient lire? Alors sur les raisons pour lesquelles ça s'effondre, je vous conseille vraiment un livre très facile à lire
Et c'est presque un roman policier. Enfin, j'ai lu comme un roman policier, moi, et ça m'a énormément apporté. C'est un livre de Stéphane Foucard qui s'appelle « Et le monde devint silencieux ». La biodiversité en général, je pense que oui, peut-être... il y a un livre de Marc-André Sellos qui s'appelle « Jamais seul ». Alors Marc-André Sellos, malheureusement, il est obsédé par les labours et il se bat contre les labours à juste titre, hein, mais du coup, il minimise l'importance des pesticides tellement il veut lutter contre les labours, et je pense que c'est un peu dommage, mais ce livre-là est très très bien, ouais, donc voilà, je peux vous le conseiller. Voilà. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Henri Merci à Bouillon vous. pour cette conversation extrêmement intéressante. Merci. Merci à vous aussi d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à commenter et aussi à vous abonner pour pouvoir ne pas rater les prochains épisodes.